En voulant combler le fossé entre les gens et la technologie, en organisant des conversations, telle a toujours été la mission de Volcano à Paris. Aujourd'hui, nous avons eu comme invité M. Sadio Sangaré, qui est le directeur technique de Volcano et lead développeur. Avec lui, il nous a partagé déjà sa reconversion professionnelle, comment lui voit le métier de développeur, mais aussi ses passions et ses activités. Nous vous prions de pouvoir vraiment prendre votre temps, d'écouter cet épisode et de pouvoir partager aux gens que vous pensez que cela peut inspirer. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Monsieur Sadio Sangaré. Bonjour Isaac. Comment vous allez? Ça va, on est là. Je vais reposer encore la question. Comment vous allez? Parce que souvent on ne pose pas ces questions aux développeurs pour comprendre vraiment comment vous allez vraiment. Rien ne va. Ouais, si on doit répondre à cette question en pensant à la programmation, on ne va jamais vous répondre avec le positif. Avec le positif, ok. Ouais. En tout cas, bon, déjà, je vais dire aux auditeurs, aux auditrices qui vont nous entendre, ne voulant pas vous tutoyer, je vous appelle Coach Sadio. Il ne faut pas que les gens ne puissent être surpris. Déjà, c'est un plaisir de vous avoir, Coach, dans cet épisode de podcast, vu que vous êtes une personne assez prisée. Vous êtes sur pas mal de choses. Déjà, merci de nous avoir libéré du temps. Je voulais mentionner cela. Aujourd'hui, on va parler avec vous d'ingénierie. Mais avant toute chose, je vais d'abord qu'on puisse d'abord établir des cadres. C'est que je vais vous laisser que vous d'abord vous présenter de manière brève qui vous êtes. Alors, merci Isaac. D'abord, moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que je vous disais, il y a un moment qu'on ne me donne plus la parole alors que j'aime parler. Donc, c'est pour ça les vendredis, j'en profite. Donc, voilà, pour parler. Mais ça fait vraiment plaisir de me retrouver ici avec vous, à participer à cette émission. Donc, moi, je m'appelle Sadio Sangaré. Donc, je suis le directeur technique de Volcano et le lead technique de l'équipe ingénierie de Volcano. Ok. Vous avez un parcours assez atypique parce qu'il y a une vidéo sur YouTube dont vous parlez de votre reconversion professionnelle. Je veux que vous, parce que moi je le connais, vu que j'ai à suivre la vidéo aussi, j'ai assisté à cette présentation-là. Je veux que de manière assez brève, ou si ça va être long, tant mieux, que vous puissiez nous expliquer comment vous êtes devenu lead développeur. Déjà, comment vous êtes devenu développeur, parce que vous avez un passif de comptable et comment vous avez eu à pouvoir transiter de votre parcours de comptable jusqu'à être dev, déjà. Oui, bon, ça, je pense que c'était aujourd'hui comment je me vois en fait. Je pense que c'était quelque chose, c'était mon destin en fait. Je devais coûte que coûte passer par là parce que l'informatique, d'une part, l'informatique c'est un domaine qui me passionne depuis que je suis tout petit. Ça n'a pas commencé après le bac et tout ça. Ça a commencé dès le collège. Parce que déjà, au lycée, j'ai fait la série G, technique quantitative de gestion. Et pourquoi j'ai fait la série G? Pour deux raisons. Parce qu'il n'y avait pas de SVT, sciences naturelles, et qui faisait de l'informatique. Quand je suis allé, côté informatique, j'étais un peu déçu parce que ce n'était pas de l'informatique en tant que tel. Mais bon, il y a eu un peu comment on appelle ça encore, de l'algorithmique. Mais ce n'était pas de l'informatique pure et dure en fait. Donc on faisait plus du traitement de texte, des trucs comme ça. Donc après je me suis résigné à me concentrer sur la comptabilité. Ce que j'ai fait, que ça soit au lycée ou à l'université, j'ai toujours été meilleur en compta, j'ai toujours eu des bonnes notes parce que moi quand je me lance dans quelque chose en fait, je m'approprie la chose et je me donne pas de limite en fait. Donc je me rappelle même que quand j'étais en seconde, en série G, le premier semestre, quand j'ai eu des bonnes notes en compta, les gens me disaient que non, c'est pas vrai que j'avais redoublé en fait, que c'était pas possible. Alors que non, il y avait un livre de référence que j'ai parcourisé. J'étais en avance vraiment sur ce que le prof, parce que tout ce que le prof nous enseignait, c'était dans le livre et c'est sur ça qu'il se basait en fait pour nous faire les cours. C'était le Ciscoa, je pense que ça existe encore. Donc j'avais presque tout parcourisé.
Et donc, j'étais vraiment en avance, en fait. Et bon, après, quand j'ai eu le bac, je suis allé à l'université ici à Dakar, l'université Cheikh Anta Diop, la faculté des sciences économiques et sociales. Donc, j'ai fait là-bas 2 ans. Après, je suis allé en France où j'ai repris ma première année en faisant administration économique et sociale. Donc, quand j'ai eu ma licence, j'ai décidé d'aller travailler, d'aller chercher du travail. Donc, lorsque j'en ai trouvé, en fait, et que j'ai commencé à travailler vraiment dans le domaine, là, j'ai découvert que c'était pas vraiment, voilà, c'était pas vraiment ce que je voulais parce que c'était pas stimulant. À l'école, c'était stimulant parce que tu faisais tout. Je me rappelle que parfois, notre prof de comptabilité nous interdisait d'utiliser les calculettes. Et, comment dire, le plan comptable aussi, on devait le parceriser. Donc, tout ça, pour moi, c'était des défis, en fait. Et ça me passionnait énormément. Mais lorsque je suis arrivé dans le milieu professionnel, je me suis rendu compte que tout a été automatisé. Tu fais que rentrer des chiffres, les logiciels calculent tout. Donc, je m'ennuyais. Je me suis beaucoup ennuyé et je me rappelle, c'est à l'époque où j'ai connu le grand frère d'Abdul Khadr Diallo, le directeur de Volcano, Cheikh Djeilar. Donc, on était ensemble dans une association qui s'appelle Ndiachar Visionnaire Africain. Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé vraiment un peu à bidouiller, mais bon, j'ai oublié. Peut-être avant ça, j'avais commencé avec un logiciel avec lequel on n'avait pas besoin en fait du codage. On n'avait pas besoin de code carrément pour avoir un site web. Je me rappelle, le logiciel s'appelle TwoWeb. Donc je me suis lancé avec ça. J'ai fait un site web, mais sans connaissance dans le domaine de la programmation. J'arrivais quand même à faire du CSS. Bon, en tout cas, quand j'avais un besoin, j'allais sur Google, je tapais les résultats qu'il me donnait. Parfois, je comprenais pas, je copiais, je colle, jusqu'à avoir ce que je voulais en fait. Donc, c'est avec TwoWeb que j'ai commencé. Après, quand j'ai connu Cheikh Djeilar et qu'on s'est rencontrés, qu'il est venu chez moi et tout, actuellement, en ce moment-là, le site de Ndiachar était fait avec Drupal. Donc, il m'a initié à Drupal. C'est là que j'ai vraiment commencé à avoir confiance en moi. Et je pense 1 an ou quelques mois plus tard, j'ai connu Abdul Khadr Diallo qui m'a initié à son tour à WordPress. Et c'est là vraiment que voilà, le truc m'est arrivé en fait. Je sais pas, j'ai eu je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a poussé. En tout cas, qui m'a poussé. Et c'était vraiment un risque. Parce que je devais démissionner de mon travail et tout ça. Il y avait vraiment énormément de risques. Je me suis dit, c'est pas grave, je saute le pas. Parce que mon objectif, je faisais du Drupal, je faisais du Joomla même, je faisais du WordPress. Maintenant, je voulais aller au-delà de ça, en fait. Voir comment fonctionne concrètement WordPress, Drupal, Joomla, pour pouvoir faire comme cela en fait. À l'origine, mon objectif c'était ça, soit créer un framework, soit créer un CMS. C'était ça vraiment mon objectif. Et j'ai vu aussi que dans le domaine, c'est des choses qui changent, mais je peux dire même en temps réel. Et c'est des défis chaque minute, chaque heure, chaque seconde. Et donc j'ai décidé de me lancer, j'ai démissionné de mon travail, je me suis inscrit à une j'ai fait un BTS que la région Languedoc-Roussillon à Montpellier avait financé pour moi. Donc c'est en ce moment-là que j'ai fait ma reconversion. Donc le BTS, au lieu de le faire comme j'avais la licence, au lieu de faire le BTS en 2 ans, j'ai fait le BTS en 1 année. Et voilà, et c'était en 2014-2015. Et je vous dis que depuis lors, toute ma vie tourne autour de la programmation. C'est vrai. Voilà. C'est vraiment pas votre parcours. Moi, je veux revenir dessus, c'est que est-ce que quand vous faites ces transitions-là, parce que vous étiez quand même dans un cadre de confort, vous avez un poste en tant que comptable, tout allait mieux. Est-ce que vous n'aviez pas eu à douter pour transiter vers la carrière du comptable Est-ce que j'ai pas quoi? Douter. Oui. J'ai beaucoup douté, énormément, beaucoup, parce que comme je l'ai dit tantôt, en fait, c'était un grand saut. Et jusqu'à maintenant même, bon,
les gens qui ne me connaissent pas, ils ne vont jamais savoir que je n'étais pas prédestiné à ça. Mais les gens qui me connaissent, qui m'ont connu depuis longtemps, surtout mes anciens camarades du lycée, aujourd'hui, quand ils me voient parler de la programmation, pour eux, c'est juste extraordinaire en fait, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Donc, ce n'était pas facile, mais aussi, il faut dire vrai, il y avait de l'assurance derrière. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris un risque, j'ai démissionné de mon travail. Donc j'avais plus de salaire, mais heureusement en fait, bon, avant de me lancer et tout ça là, je me suis beaucoup renseigné et j'ai vu aussi que je faisais la formation, en même temps on me payait un salaire. Il y a la région qui me payait un salaire parce qu'en fait à cette époque-là, la région de Languedoc-Roussillon avait besoin de développeurs. Sur les 10, 15, 20 ans, ils avaient besoin de développeurs en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont investi dans ce domaine-là. Parce que je me rappelle quand je faisais ma reconversion, le plus jeune avait, je pense, 25 ans ou quelque chose comme ça. Mais le plus vieux avait à peu près 45 ans. Donc il n'y avait qu'un seul étudiant qui n'avait jamais embrassé le milieu professionnel. Mais sinon, tous les autres, 99%, c'était des gens qui avaient déjà un métier et tout ça et qui ont voulu changer de métier en fait. Donc c'était pas seulement les risques, mais c'est que il y a les risques, il y a les doutes, mais il y a les risques plutôt que je veux dire en fait, parce que tu sors d'un milieu pour aller dans un autre milieu qui vous est complètement qui ne vous est pas familier du tout. Donc au-delà de ça aussi, au cours de l'année, il y avait énormément de sacrifices à faire. Vous savez, en fait, quand vous évoluez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas assez et que quand vous êtes quelqu'un comme moi, de têtu, et qui a un objectif, quand j'ai un objectif, je ferme les yeux, je vais à fond, en fait. Je me rappelle, c'est une digression. Avant de faire ça, j'avais des aquariums, j'avais plus de 200 poissons que j'entretenais, des plantes et tout ça. Et quand j'ai commencé la formation, j'avais offert tout ça à mes amis, en fait, pour avoir du temps, vraiment, pour me consacrer à temps plein sur la reconversion, en fait. Parce que le fait de m'occuper de tout ça là aussi, ça me prenait énormément de temps. Donc voilà. Non, vraiment, cette histoire elle est tellement intéressante que je conseillerais aux gens qui écoutent ce podcast d'aller sur YouTube. On va même mettre le lien dans le caption, en fait, que les gens puissent écouter. On l'a fait en 2 temps, vous l'avez fait la présentation en 2 temps. C'est près d'1 heure de vidéo. Donc on va parler de votre reconversion et c'est vraiment quelque chose d'assez inspirant. Mais là, on va maintenant dans le vif du sujet parce qu'on vous a appelé en tant que lead du pôle ingénierie. Déjà, la première question, c'est quelles sont les responsabilités qui sont liées à votre poste de lead, les responsabilités clés. Alors, pour le poste de lead, pour l'ingénierie, bien évidemment. Ingénierie, lead développeur, lead tech et tout ça. Donc lead, si on s'attarde un peu sur le mot lead, je pense que ça vient du mot leader. Donc un leader, c'est vraiment, comment on appelle ça encore, différent de quelqu'un en fait qui gère une équipe comme un patron ou quelque chose comme ça. Donc moi, mon travail personnellement, c'est surtout d'analyser les contraintes et les besoins si on a des projets. De toute façon, la première étape, c'est déjà moi qui fais le boulot en fait, parce que je dois faire l'évaluation technique du projet et tout ça là. Et dès cette étape là en fait, je dois pouvoir avoir une vue globale du projet et pouvoir me projeter et prendre des décisions à l'instant, au moment même où on fait l'OTF. On n'a même pas encore gagné le marché. Donc il faut que je comment on appelle ça encore, j'essaie d'anticiper en fait pour pouvoir éviter, en tout cas, pour que lorsqu'on va avoir le projet, en fait, voilà, que beaucoup de choses soient déjà là, en fait. Mais aussi, il y a, je supervise et assure aussi le suivi de l'équipe technique. Je mets en place et réalise les tests, parfois en collaboration avec l'équipe qualité et assurance. Je m'assure aussi de la qualité du code, mais surtout, lorsqu'il y a des soucis, en fait, quand les développeurs ont des problèmes, ou bien lorsqu'il y a une problématique, vraiment, en ce moment-là, je dois intervenir. Donc, voilà, pour pouvoir débloquer la situation, en fait. Mais aussi développer
les parties les plus complexes des projets, parfois même démarrer les projets, développer les parties les plus complexes, ou bien, si ce n'est pas développer, c'est d'accompagner le développeur qui travaille dessus. Et surtout, très important, je fais de la veille, je pense qu'en 24 heures sur 24, peut-être, sauf quand je ne dors pas, je fais de la veille technologique en temps réel, en fait. Que je sois au boulot, que je sois dans un taxi, que voilà, n'importe où je suis, moi j'y pense. La plupart, quand on me voit avec mon téléphone, 90% du temps, je suis en train de regarder dans le domaine de la programmation. Et bon, ça arrive aussi parfois au lead développeur de rédiger les documentations techniques. Mais moi, ça, je préfère le laisser aux développeurs le faire pour quand même les laisser, par exemple, faire certaines tâches pour leur faire monter en compétence. Parce que l'objectif aussi, c'est pas de rester lead tech à vie, quoi. Moi, mon objectif vraiment, c'est d'accompagner mon équipe pour que, au plus tôt l'année prochaine ou 2 ans après, que quelqu'un d'autre puisse prendre ma place. Parce que je vous dis la vérité, voilà, j'ai d'autres projets, quoi. Vous avez d'autres projets. Le milieu de la programmation est assez stressant. Là, j'ai pris ma dose de stress. Donc, c'est vraiment honorable ce que vous dites. Alors, je vais vous poser une question. C'est quoi une journée à la coach Sadio? C'est-à-dire, votre journée type, ça ressemble à quoi, au fait? Je sais que c'est beaucoup des urgences, de choses que vous n'avez pas prévues. D'imprévus, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment 60% d'imprévus, 5% de prévus. Le reste, c'est par rapport, comment on appelle ça encore, par rapport aux besoins, en fait. Alors, ma journée typique, c'est le daily meeting du matin à 9h. Donc, moi, dès le matin, en fait, sur ClickUp, je fixe mes objectifs. J'ai plutôt un objectif hebdomadaire sur ClickUp, mais qui est mis à jour chaque jour, en fait. Donc, le matin, je regarde ce que je n'ai pas pu faire hier. J'essaie de le terminer. Comment on appelle ? En tout cas, je l'ajoute dans mon programme pour le terminer. Après, c'est des déploiements, c'est des code reviews, c'est de tester les applications, c'est de faire des points avec les clients, de faire des points avec les développeurs. Comme on l'a dit tantôt, mon rôle aussi, c'est d'accompagner et d'aider les développeurs à monter en compétences. Donc, si ils ont des problèmes ou si les fonctionnalités parfois sont complexes, parfois c'est pas technique, mais ils ont besoin parfois d'un œil extérieur, quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, en fait, pour pouvoir les débloquer sur certaines choses, quoi. Donc, ma journée typique n'est pas fixe, elle est variable. Donc, tout peut y arriver, en fait. Voilà. Ok. Il y a quelques minutes de cela, vous êtes revenu sur un mot, leader. Vous avez parlé de ça plus de 3 fois. C'est que la question qui me vient à l'esprit là, c'est quelles sont les compétences, vous, en tant que leader, que vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir? Déjà des compétences humaines, quand vous êtes leader, et des compétences professionnelles. Déjà, on va commencer d'abord par, en tant qu'humain, quelles sont ces compétences-là, en tant que lead, vous devez avoir afin de pouvoir mieux jouer ces rôles-là, au fait, selon vous? Bon, déjà, je pense que, en tout cas pour moi, je ne donne pas une définition, je sais pas moi, académique, mais par rapport à mon expérience, la première chose, en tout cas, pour être un bon leader, c'est d'avoir de la compassion. Savoir se mettre à la place de ses collaborateurs, savoir se mettre à la place, comment on appelle ça encore, de ses collaborateurs, mais surtout, ce sont des soft skills. C'est pas, pour moi, c'est pas des compétences techniques, mais c'est des soft skills. C'est déjà, comme je l'ai dit, avoir de la compassion, savoir se mettre à la place des autres, surtout de ses collaborateurs, mais aussi, comment est-ce que je vais dire ça? Savoir écouter. C'est ça qu'on appelle, moi en tout cas, bon, j'ai entendu l'expression, je pense qu'on l'appelle l'écoute active. C'est écouter la personne, c'est de se mettre à sa place. Pour moi, un leader, ça se résume en ces 2 mots. En fait. Parce que si vous avez de la compassion, que vous savez vous mettre à la place des autres, en fait, vous allez comprendre les autres et beaucoup mieux les aider, beaucoup mieux les accompagner. Si vous avez de l'écoute active,
quand on vous pose une problématique, ou bien quand quelqu'un vient vous parler de votre problème, de son problème et tout ça là, que vous prenez le temps de lui montrer vraiment que vous êtes là pour lui et que vous l'écoutez. Mais aussi, quand il y a des problèmes, c'est gérer les problèmes avec diplomatie, pour ne pas frustrer. C'est pas de l'hypocrisie, mais pour moi, la meilleure solution, la meilleure façon de régler des problèmes, c'est de le faire à la diplomatie et que chacune des deux parties, qu'il n'y ait pas de frustration en fait. Mais franchement aussi être honnête. Quand il faut taper sur la table, on tape sur la table. Je pense que vous m'envoyez souvent taper sur la table. C'est humain. Et voilà, parfois les choses te montent à la tête. Donc, par contre, je tiens à rappeler que chaque fois que je tape sur la table, c'est que ce sont des choses que j'ai répétées une fois en fait. Je répète. Bon, ma vie, en tout cas, moi, j'essaie de diriger ma vie comme ça, en fait. Je ne réagis pas automatiquement à une chose, en fait. Mais je réagis automatiquement à la chose à laquelle j'avais déjà prévenu. Donc, si, par exemple, je vois quelque chose venir et que je prends mes dispositions et que les personnes avec qui je travaille ou bien avec qui je vis et tout ça, que je leur dis, je sens ça va arriver. Et quand ça va arriver, ou bien avant que ça arrive, je pense que si on fait ça, quand ça va arriver chez nous, en fait, ça va pas trop nous... Peut-être, même si ça nous impacte, ça va pas trop nous impacter. Et là, si la personne fait la sourde oreille et que la chose arrive et que ça impacte, là, je suis dans tous mes états et je tape sur la table. Et c'est la même chose que je vis avec mon équipe. Mais bon, à dire vrai, c'est une équipe géniale, extraordinaire, qui font des choses extraordinaires. Donc, on est humain. L'erreur est humaine, donc on fait des erreurs et moi je suis là pour les rappeler à l'ordre, pour les corriger, voilà. Ça vraiment vous savez bien le faire. Nous qui voyons les salles, on le sent vraiment que vous savez vraiment gérer votre équipe. Coach, comment vous arrivez vous à pouvoir être motivé dans votre travail de tous les jours, parce qu'il y a tellement de stress, il y a tellement de choses imprévues, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes de cela. Comment vous arrivez à vous motiver en fait, à vous motiver dans un domaine qui peut parfois être souvent variable en fait. Vous savez, on dit d'habitude que, en tout cas pour faire bien son métier, il faut aimer son métier. Et j'aime mon métier en fait. C'est pas pour rien que je me suis reconverti. Souvent je le dis, toute ma vie tourne autour de l'ingénierie, de la programmation. Actuellement, comme je l'ai dit, je me suis déconnecté de tout ce qui est politique et tout ça. Je ne regarde plus les réseaux sociaux. Je me suis déconnecté de Facebook, de Twitter et tout ça. Donc, plus encore, toute ma vie tourne autour, au-delà de la famille, quoi. Je veux dire, toute ma vie tourne autour de la programmation. Donc, c'est un domaine qui me passionne. Et ma seule motivation, ou peut-être je vais en rajouter une, c'est ça en fait, c'est ma passion. J'aime ce que je fais et je n'aime pas, en tout cas, j'aime pas faire quelque chose que ça ne marche pas ou bien que ça n'aboutit pas ou quelque chose, voilà. Et si j'ai un objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou si je donne ma parole, si je m'engage, quitte à me tuer, après avoir terminé le travail, je le ferai en fait. Donc, voilà, c'est ça, c'est l'amour que j'ai pour le métier. C'est vraiment ça qui me motive. Mais l'autre chose aussi, c'est l'équipe qui est ici en fait. C'est une équipe extraordinaire. Peut-être vous ne le savez pas, mais 95% de l'équipe, c'est des gens que j'ai vus grandir en fait. Des gens que j'ai vus quand ils commençaient, ils ne savaient rien faire. Quand ils étaient baccalistes. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, les deux meilleures personnes de mon équipe, bon, l'un c'est moi qui l'ai coaché, l'autre c'est un autre coach qui le suivait. Je me rappelle, moi, celui que j'ai coaché au début, mais si je le vois aujourd'hui, je suis juste fier en fait. Je suis content, je suis fier parce qu'il est arrivé à un niveau, il m'a dépassé en fait. Parce que souvent, actuellement, il est en congé. Avant-hier, j'ai eu un problème. Je voulais l'appeler, mais bon, ma conscience professionnelle m'a interdit de le faire. Mais j'avais confiance en lui, en fait. Vraiment, je savais que... mais malgré tout, pour résoudre le problème, j'étais obligé d'aller dans son code. Donc, je me suis renseigné pour voir sur quel projet on a fait cette fonctionnalité-là bien précis.
je suis allé dans le code qu'il a fait, dans le code source, j'ai regardé et j'ai pu trouver la solution, quoi. Donc, il y a la passion vraiment qui me motive, mais aussi l'équipe qui est là, que j'ai vu grandir en fait, et qui font aujourd'hui des choses extraordinaires. Ouais, c'est toujours une fierté de voir que les gens qu'on a eu à voir grandir, en tout cas dans le domaine, qui puissent évoluer. Et en parlant d'inspiration, quelles sont les figures dans le monde de l'informatique qui vous ont influencé ou qui vous ont inspiré? Ouh là là. Des figures qui sont dans ces domaines. Bon, je vais être très sincère et honnête. Il y en a aucun. Ouais, là vous êtes honnête, ouais. Parce que, bon, pourquoi je dis ça? En fait, c'est plus ma passion, mon amour pour la programmation, en fait, pour moi, qui m'inspire. Ouais. Pourquoi? Bon, souvent, on le voit, hein, on décrit la vie des gens, de Steve Jobs, de quelqu'un d'autre. En tout cas, des grandes personnes qui ont fait bouger le monde, vraiment. On essaie de faire leur parcours pour inspirer les gens et tout ça. Mais personnellement, je ne crois pas en ça, en fait. Ouais. Parce que quand on croit au destin, si on croit vraiment au destin, ben, pour moi, ça, on ne doit pas y croire parce que tout le monde ne peut pas avoir la même vie, en fait. On a beau faire comme Steve Jobs, on a beau essayer de faire comme Jack Lang ou quelqu'un d'autre, mais si ton étoile n'est pas là, ben, tu n'y arriveras jamais, en fait. Donc, pour moi, chacun doit avoir sa propre route. Bon, sa propre route ne veut pas dire ne pas être influencé par les autres. On peut être influencé, mais pas en tout cas à l'extrême comme je le vois actuellement, en fait. Il y a même certains qui vous disent, ouais, voilà pourquoi vous êtes pauvre. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire pour être riche. Pour moi, ça, c'est de l'arnaque. On ne décide pas d'être pauvre, on ne décide pas d'être riche, en fait. Il y a des choses qui font que la vie est faite comme ça, de bien et de mal, de pauvre, riche, fort, moins fort, grand, petit. Donc, il y a cette dualité de la vie qui fait que il y a des gens qui vont réussir dans la vie, dans certains domaines. Il y a d'autres, ils ont beau dépenser énormément d'efforts, ils ne vont jamais y réussir. Tu peux voir un entrepreneur, je donne l'exemple de l'entrepreneur qui essaie de copier Steve Jobs, mais parfois qui fait mieux que Steve Jobs, mais qui n'y arrive pas. Et pourtant, parfois, tu vois des entrepreneurs qui ne font aucun effort, ils font juste un petit truc et ça marche. Et pour moi, ça, c'est le karma, en fait. Il y a les compétences, mais il y a aussi ce que le bon Dieu te réserve. Si le bon Dieu a dit que tu ne seras jamais riche, tu ne seras jamais un bon développeur, eh bien, tu ne le seras jamais, en fait. Donc, moi, ce qui m'inspire, l'influence le plus, c'est plutôt les challenges que les clients nous posent, en fait. Ouais. Les projets des clients, et je vous dis la vérité, hein, chaque projet, c'est un défi. Chaque projet pour nous, c'est un défi parce que sur chaque projet, bon, peut-être pas à 100%, mais on a au moins 10 ou 20% qu'on n'a jamais fait, ou parfois dans un milieu qu'on ne connaît pas. Ça peut être de la médecine, ça peut être de la crypto-monnaie, ça peut être n'importe quoi, en fait, mais un milieu qu'on ne maîtrise pas du tout et sur lequel vraiment on doit réaliser quelque chose, en fait. Donc, moi, c'est plus ça qui m'influence que des personnes. Bon, il y a des personnes que j'admire dans le milieu, beaucoup même, mais ce n'est pas pour autant que je vais les désigner comme référents. Comme des référents, ouais. Vous avez parlé des challenges. Et ce qui est bien avec votre équipe, c'est que dans chaque challenge, vous arrivez toujours à pouvoir vous en sortir vainqueur. c'est ça, en fait, qui fait la particularité de votre équipe. Par là, je vais rebondir, coach. Quelle a été la plus grande réalisation, si on a, en fait, quelque chose vraiment que vous êtes dit, vous êtes fier, en fait, de cette réalisation-là dans votre domaine? C'est compliqué, ça. Si vous pouvez en citer. J'ai su dernièrement, je pense, il y a un mois et demi, que depuis qu'on a créé Level Up, il y a 3 ans, je pense, on a réalisé plus de 200 projets. 200 projets, ouais. 200 projets informatiques, wow. Oui. Donc, il faut que je me retrouve dedans, vraiment, pour pouvoir vous dire vraiment... alors, vous pouvez répéter la question? Genre, vraiment, quelle était votre plus grande réalisation? La plus grande réalisation. Vraiment, la chose à laquelle, vraiment, avec du recul, aujourd'hui, vous dites quand vous la plus grande réalisation, en tout cas, pour quelque chose, pour quelque chose qui a eu de l'impact social, je dirais plutôt Defaro. Ok. Defaro. Ouais. Donc, Defaro, c'est une plateforme de e-learning en soft skill. Oui.
donc financé par la GIZ et piloté par GFA. Et pourquoi je suis fier de ce projet? Parce qu'aujourd'hui, on permet à beaucoup de jeunes de pouvoir se former en soft skills. C'est comment préparer un entretien d'embauche, comment se comporter en entreprise. Il y a beaucoup de modules en fait qui peuvent permettre aux jeunes vraiment, parce que comme on le voit, hein, on a beaucoup de diplômés et souvent ils se plaignent qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail parce que ces soft skills-là leur manquent en fait. Souvent on pense qu'on sort de l'université, on a un master 1, 2 ou on est un doctorant, donc, et que les gens les recruteurs doivent courir derrière nous et tout ça. Non, ce n'est pas le cas en fait. Vous pouvez être le meilleur développeur, le meilleur technicien, le meilleur, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Mais si vous ne savez pas vous vendre, eh bien, ça n'aura aucun impact sur ta vie en fait. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Non, le projet vraiment des Pharos, pour les gens qui nous écoutent, qui souhaitent vraiment se former, c'est vraiment un projet assez important qui a eu à avoir de l'impact sur la vie de plus de 2000 jeunes ici au Sénégal. Donc ça mérite vraiment. Mais c'est surtout aussi le temps de réalisation. Ouais. C'était vraiment... je pense qu'on n'a jamais fait ça et on ne le fera plus jamais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Parce que si vous voyez aussi aujourd'hui des Pharos, c'est quelque chose qu'on a fait en 1 mois. En 1 mois, carrément. C'est la période même où Level Up s'est vraiment formé en fait. Ouais. C'est là où on est sorti de ce projet, on a créé une équipe. Parce qu'avant, les Mbaïnias, les Mardochés et tout ça là, ils étaient dans les produits en fait. Ouais. Mais comme on avait des délais serrés, donc on a un peu cassé leur équipe qui travaillait sur Ando et tout ça là. Je me rappelle, il y avait Mardoché, il y avait comment il s'appelle encore, Mbaïnias. Donc ils nous ont rejoints et c'est là vraiment que je peux dire qu'on a commencé à avoir une équipe ingénierie en fait. Et on l'a réalisé en moins de 2 mois. Moins d'1 mois. Mais vraiment moins de 2 mois. Et c'était les samedis, c'était les dimanches. Voilà, pendant 1 mois vraiment, on n'a pas eu de week-end. Donc ça c'est pendant qu'on y était en fait, c'était frustrant, on était fatigué, c'était comment on appelle ça encore, prenant et tout ça. Mais quand on a fini, le jour même quand on l'a lancé, qu'on a vu des milliers d'inscriptions, vraiment c'est là en fait où on oublie toutes les souffrances qu'on a vécues pour pouvoir réaliser ce projet. Non, il y en a pas mal, hein, mais c'est vraiment celui-là, particulièrement, qui a un impact social très fort. Moi, personnellement, qui m'a beaucoup marqué, en fait. Okay. Avec le temps record avec lequel on a réalisé le projet. Ouais, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Je voulais rappeler, parce que vous avez parlé de Level Up, pour les gens qui ne connaissent pas, Level Up, c'est vraiment l'équipe de production des Volcano qui est composée des ingénieurs, des designers, ce qu'on sort. Coach, moi, la question que j'ai là, c'est comment vous arrivez à collaborer avec d'autres départements? Parce que votre travail aussi implique à travailler avec l'équipe sales lorsqu'ils vous envoient le projet, les designers lorsqu'ils font tout ce qui est de maquettes et tout. Ce que je veux comprendre, c'est comment vous arrivez à pouvoir trouver l'harmonie afin que vous puissiez collaborer avec toutes ces parties prenantes-là, même les clients aussi, lorsqu'ils sont dans le projet. Comment est-ce que je vais vous dire ça? La création d'un logiciel, la création d'un produit implique plusieurs compétences. Parfois, c'est des compétences techniques. Parfois, c'est d'autres compétences, en fait. Et à Volcano, particulièrement à Level Up, tous les pôles sont interconnectés, en fait. C'est qu'aucun pôle ne peut aller sans l'autre, en fait. Donc, on a le pôle Project Management, on a déjà le pôle Sales. On a le pôle Sales, on a Project Management. L'interdépendance, ça commence dès le Sales. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'OTF. Donc, quand ils veulent faire une OTF, en fait, donc c'est à partir de ce moment-là que nous, on est au courant qu'il y a quelque chose qui va arriver peut-être bientôt. Donc, on commence à interagir avec les pôles en ce moment-là, en fait. Dès les appels, dès les OTF, les offres techniques et financières. Donc, après cela, quand le client valide, par exemple, là, je vous décris un peu. Le process, quoi. Voilà, le process, quand le client valide et qu'on est d'accord sur tous les termes et tout ça là. Maintenant, ça arrive chez l'équipe, chez le pôle design. Donc, UX, UI design.
donc qui font le design, qui font le Figma. Et c'est en ce moment-là, quand ils terminent. Et par contre, pendant tout ce temps, il y a le pôle Project Management qui coordonne les choses en fait, qui est en relation avec le client, qui essaie de mettre en place toute la documentation dont on aura besoin, en tout cas pour interagir avec les clients, interagir aussi en interne. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand l'équipe Figma Design termine le travail, c'est en ce moment-là que ça arrive chez nous. Ouais. Donc, vous voyez un peu en fait la relation qui existe. Et même quand ils nous livrent et qu'on commence, jusqu'à la fin du projet, on est toujours interconnectés parce qu'on a toujours des besoins, que ce soit de design, d'information qu'on va remonter au project management, de design qu'on va remonter au pôle design, d'informations parfois supplémentaires qu'on va remonter au pôle sales et tout ça. Donc, c'est indispensable qu'on communique. Ouais. Donc, pour les moyens de communication, vous le savez très bien, il y a Discord, il y a les appels téléphoniques, il y a les SMS, il y a WhatsApp, et il y a aussi surtout les daily meetings que nous faisons tous les matins, que j'estime très important en fait, parce que ça permet quand même à tout le monde d'avoir une vue globale de ce qui se passe de ce qui se passe dans l'enveloppe. Ouais, non, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit vraiment l'interconnectivité qu'il y a entre différents pôles. Et oui, c'est vraiment assez intéressant. Je vais revenir sur votre équipe, coach. C'est que aujourd'hui, vous gérez presque 10 à 15 ingénieurs. Comment vous arrivez à les motiver et à les guider surtout? Parce que chacun fait des différents horizons. Chacun a ses problématiques. Comment vous arrivez vraiment à motiver toutes ces personnes-là, à les haranguer, afin qu'ils puissent tous suivre un objectif ou un but commun, au fait? Quelles sont pour vous les meilleures pratiques, si je peux dire, que vous arrivez à instaurer, afin qu'ils soient toujours motivés et qu'ils puissent toujours être à l'attaque, quoi? Comment est-ce que je vais vous répondre ça? Comment est-ce que j'arrive à les motiver? Ouais. D'abord en donnant le bon exemple. Ouais. Mais vous pouvez leur demander, à chaque fois que je leur demande quelque chose, je leur dis, je vous demande pas parce que je vous demande pas, en fait, je vous le demande pas pour vous fatiguer. Si je vous le demande parce qu'au préalable, moi-même je le fais en fait, je me le suis imposé pour. Donc moi, ma façon d'accompagner les collaborateurs, c'est par l'exemple en fait. Je leur dis rien que je ne fais pas moi-même au préalable, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ouais. Donc après, il y a la proximité. Je suis quelqu'un de très ouvert. Voilà, j'ai pas de problème, en tout cas, j'ai pas de limite sur pas mal de choses. Comme je l'ai dit, je suis flex, si je peux utiliser cette expression. Mais quand même, quand il faut qu'on se dise la vérité, voilà. On va se dire la vérité, quoi. Mais vraiment, pour les motiver, c'est cela, en fait. Je donne l'exemple, mais aussi, j'essaie de leur montrer, en fait, comment ils peuvent monter en compétence, comment ils peuvent arriver à un niveau, par exemple, que peut-être qu'ils ne soupçonnaient même pas, en fait. Mais surtout aussi, je discute beaucoup avec eux, collectivement et individuellement. Et notre relation ne se limite pas uniquement au professionnel, mais au-delà de ça même, parce que qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, ou qu'on le dise ou pas, si vous avez des problèmes ailleurs, ça va forcément impacter ton travail dans l'entreprise en fait. Ouais. C'est pour ça je me fâche souvent avec eux, parmi ceux qui ont des problèmes et qui ne me le disent pas. À la rigueur, même s'ils ne me le disent pas, vraiment le problème, mais que je puisse savoir que ça ne va pas, que voilà, si je peux aider ou quelque chose comme ça, que je puisse aider en fait. Parce que moi, ce que je veux, c'est que quand ils sont ici, qu'ils soient concentrés à 100%, parce que ce qu'on nous demande de faire, par exemple, si vous devez travailler sur une application de paiement mobile, où il faut gérer de l'argent, où il faut gérer en tout cas des données sensibles, il faut vraiment être
très concentré. Il ne faut pas, il faut pas que des problèmes soient collés à toi en fait, qui vont te divertir et qui vont t'empêcher de te concentrer en fait. Donc, si vous voyez même bien, je fais beaucoup de blagues dans la salle ingénierie. J'essaie quand il y a trop de calme, ça me dérange. Voilà, je veux que, parce qu'on peut travailler. Pour moi, en tout cas, je suis comme ça. On peut travailler, rigoler en même temps en fait. Surtout le domaine dans lequel nous sommes. Je pense même que c'est quand on se tait là qu'on n'est pas inspiré du tout en fait. Donc j'essaie de créer de l'ambiance. Tout ça là en fait c'est pour les mettre à l'aise, voilà, pour que le travail puisse se faire correctement en fait. Okay. Voilà. Toujours dans le rayon de gestion d'équipe, la question qui me vient à l'esprit là, coach, c'est comment vous arrivez à gérer des conflits? Parce que, comme on l'a dit, vous avez une dizaine de 15 personnes. Parce que, avant tout, ce sont des personnes humaines qui sont là. Et l'aspect humain peut souvent aussi primer, entre guillemets, sur le professionnel. Comment vous arrivez à gérer le conflit afin que toutes ces personnes-là, ces 10 ou 15 ingénieurs-là, à la fin, que peu importe le problème qui peut surgir, qu'ils puissent toujours rester focus sur l'objectif initial, en fait? Alors, comment je gère les conflits? Bon, ça, c'est très compliqué à répondre parce que j'en ai jamais eu. Tant mieux. Tant mieux. Donc, j'en ai jamais eu. Peut-être, bon, c'était pas un conflit, mais c'était un malentendu en fait. Mais bon, je pense que dans tous les cas, ça m'est pas encore arrivé, mais ce malentendu-là, quand c'est arrivé, en fait, j'ai appelé les deux personnes dans un bureau, on s'est posé. On a discuté et en moins de 10 minutes, on a trouvé une solution, on a trouvé un compromis. C'était un malentendu. Bon, c'était un développeur junior avec un développeur expérimenté avec un développeur junior. L'expérimenté ne lui faisait pas assez confiance pour lui donner tout le travail, lui donner des miettes, des miettes à faire. Et ça fait pas évoluer la personne en fait. Donc, et l'objectif vraiment, quand il y a les juniors, c'est que moi en tout cas, c'est ça ma vision des choses vraiment, en 3-6 mois, que la personne puisse évoluer en fait. Et c'était ça vraiment le blocage. Donc quand ça a eu lieu, on s'est posé, je les ai appelés dans un bureau, on s'est posé, on a discuté dans le calme. Personne ne s'est fâché. On a trouvé une solution et depuis lors, tout va super bien. Et j'ai jamais eu vraiment de conflit dans mon équipe. Parce que même ça que je vous raconte, c'était pas un conflit, c'était plus une frustration du développeur junior en fait qui s'estimait un peu lésé parce qu'on lui donnait pas. On ne lui donnait pas assez de travail. Quand il y a vraiment la communication, la collaboration, la confiance au sein d'une équipe, vraiment les conflits ne peuvent pas surgir. On va rentrer dans un autre point, coach. On va parler IA. Parce que c'est une tendance qui est aujourd'hui à la mode et qu'on se doit, malgré tout, de pouvoir en prendre compte. Déjà, comment vous arrivez à vous comporter face à ces tendances-là qui sont en train d'émerger de l'intelligence artificielle? C'est quoi votre position aujourd'hui, même si je la connais déjà? C'est quoi votre position? Je veux que vous partagiez aux auditeurs et aux auditrices votre position face à l'intelligence artificielle. Comme moi, je suis un peu old school là. Donc, je prends l'exemple de ChatGPT. Donc, quand c'est arrivé, limite, j'ai hésité. J'ai failli demander aux développeurs de ne pas l'utiliser. Oui, parce que j'estimais que ça va les rendre paresseux en fait. Mais avec le temps, j'ai pas de problème particulièrement avec l'IA, mais ça c'est un exemple que je donne, spécialement sur ChatGPT en fait. Donc, comme j'ai dit, au début j'étais sceptique parce que il y a beaucoup de choses qui se jouaient. Je me disais que nous, on va bientôt perdre notre métier en fait. Bientôt, les développeurs, ça sera des ordinateurs, des trucs comme ça, qui vont faire notre travail, qui vont faire le travail à notre place. Mais bon, après m'être documenté, après avoir vu pas mal de choses, mais là, c'est surtout sur ChatGPT, je me suis rendu compte que non, que c'était pas un blocage, c'est plutôt un atout. Pour tout le monde, que ça soit les développeurs, les marketeurs, les designers, qu'importe, c'est un atout parce que actuellement, je donne l'exemple, nous ce qu'on vend c'est du temps. C'est ça. Donc tout ce qui peut te faire gagner du temps, pour moi il faut l'exploiter en fait. Mais il y a des risques.
surtout pour nous les développeurs. Comme j'ai dit, hein, pour moi, ce risque-là, il est toujours là, c'est de rendre les développeurs flemmards. Ouais. C'est au final qu'ils ne fassent plus rien quand ils ont besoin de quelque chose, qu'ils aillent, ils vont sur les IA, qu'ils font les prompts et tout là, qu'on leur donne les résultats. Parce que pour me comprendre mieux, en fait, je dis souvent aux gens que je coach, aux développeurs ou bien aux bachelistes et tout ça, quand on commence un langage de programmation, bon, souvent, on peut être tenté à aller directement vers les frameworks parce que bon, les frameworks nous facilitent vraiment la vie et que souvent, on a juste besoin de connaître l'écosystème et tout ça là. Après, on peut aller direct switcher sur les frameworks. Mais moi, j'exige aux collaborateurs, en tout cas à toute personne que j'ai coaché, de faire le langage en dur en fait. Ouais. Par exemple, si c'est du PHP, avant d'aller faire du Symfony, du Laravel et tout ça, c'est de faire du PHP dur. Parce que c'est ça qui va te forger en fait et qui va te permettre, même avec les frameworks, quand tu as des problèmes, de pouvoir les débugger. Parce que parfois, c'est des bugs, c'est des problèmes du framework, parfois c'est des problèmes même du langage en fait. Donc, il faut comprendre le langage pour le faire. Donc, avec le temps, comme j'ai dit, hein, mon appréciation a évolué sur l'IA. Donc, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, c'est un progrès qui peut nous faire gagner énormément de temps. Et nous, ici, notre objectif, c'est surtout de gagner du temps. Ouais. Mais comme je l'ai dit, en fait, il ne faut pas trop qu'on laisse tout le travail à ces IA, en fait. Pour moi, il y a un travail initial, personnel qu'on doit faire, peut-être, et après demander à l'IA qu'est-ce qu'il en pense. Et en ce moment-là, on pourra s'améliorer, quoi. Mais pas figer tout son travail, tout son temps en fait sur les IA. Ouais. Même si aujourd'hui ils nous facilitent la vie, mais il faut aussi qu'on commence à penser au côté négatif de tout ça. En fait. On ne sait pas d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, un siècle, tout cela là, qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'on a l'habitude de regarder des films, on voit souvent comment ça se passe, les robots qui se retournent contre leur créateur et tout ça. Donc, à dire vrai, ce qu'on voit dans les films, ben souvent on les voit 2 ans, 3 ans après en fait. Donc pour moi, on doit vraiment être prudent, en tout cas que ça soit nous qui l'utilisons, mais aussi les créateurs, pour vraiment ne pas pousser le bouchon trop loin, pour éviter à l'avenir que la chose soit négative pour nous, quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment essayer de pouvoir trouver l'équilibre, en tout cas, entre voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tout, il y a du bon, il y a du mauvais, mais le plus important, c'est de pouvoir trouver l'équilibre. Est-ce que vous avez eu à avoir peut-être recours à créer peut-être un modèle d'intelligence artificielle récemment dans les cadres de projets? Oui. Bon, ChatGPT, on l'utilise sur des projets qui demandent, sur des fonctionnalités qui demandaient, qu'on avait implémentées en dur avec d'autres technos, mais qui n'étaient pas trop performants en fait. En tout cas, on n'avait pas ça, tantôt ça marchait, tantôt on n'était pas satisfait. Les clients n'étaient pas satisfaits vraiment de la chose. Donc c'est en ce moment-là en fait qu'on a eu l'idée d'aller tester ChatGPT et on l'a testé et depuis lors ça se passe bien. On a aussi ça c'est nous-mêmes qui l'avons conçu. C'est comment on appelle ça encore? C'est une IA qui te calcule le taux de scoring entre un CV et une offre en fait. Donc ça, et je tenais vraiment à saluer, à remercier la personne qui a travaillé dessus. C'est Seynabou. Elle était en stage avec nous pendant 6 mois, mais pendant ces 6 mois-là, elle a fait des choses extraordinaires. Et je tenais vraiment aujourd'hui encore à rappeler ça, à l'encourager, à la féliciter et lui dire surtout de rester sur ce cap-là en fait, parce que je l'ai vu travailler, elle est passionnée, elle aime ce qu'elle fait, elle est prête à tout pour y arriver et je pense que c'est une bonne qualité, en tout cas pour quelqu'un qui veut évoluer dans le milieu. On l'a même eu pour nos auditeurs et nos auditrices dans notre podcast ici, Seynabou Faye. Donc son épisode est toujours disponible, elle parle de sa passion pour l'intelligence artificielle. C'est l'une vraiment
des figures montantes d'intelligence artificielle au Sénégal. Vraiment, dans 5 ans, on ne sera pas surpris de la voir. Oui, je confirme. Ouais. Vraiment, moi, je ne serais pas surpris. Ouais. Je prie Dieu, vraiment, mais je ne serais pas surpris. D'ici 5 ans, c'est loin. Hein. Non, d'ici 2 ans, 3 ans, si. Vraiment qu'on entende parler de ces nouveaux. Parce que, voilà, c'est pas pour rien que je parle d'elle. C'est parce qu'elle m'a vraiment... Elle m'a pas payé, elle m'a pas donné de gâteau ou quelque chose comme ça. Mais j'estime beaucoup des gens comme ça, en fait, qui savent ce qu'ils veulent et qui se donnent à fond, parce que je suis comme ça. Je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je m'engage, quand je décide à faire quelque chose, quitte à mourir, ben, je le fais. À la fin, je crève ou, excusez-moi du terme, je tombe malade ou quelque chose comme ça, mais je le fais quand même, en fait. Okay. Donc, pour clore le sujet de l'IA Code, je veux vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez menacé? Le métier de développeur peut être menacé par l'intelligence artificielle, selon vous? Honnêtement, est-ce que vous vous sentez menacé? Non. Comme je l'ai dit tantôt, quand j'ai vu ChatGPT, je me suis dit, waouh, il y a mieux que parfois ChatGPT, hein. J'ai vu une autre intelligence artificielle, tu lui parles, tu lui écris, il te génère le code. Donc, mais personnellement, en tout cas moi, peut-être je suis vieux, je vais bientôt aller à la retraite. Peut-être c'est ça que ça m'inquiète pas trop, mais bon, plus sérieusement, ça m'inquiète pas parce que je pense que l'intervention humaine sera toujours indispensable, même si c'est une IA qui travaille. L'intervention humaine est indispensable pour moi. L'IA peut faire tout, mais parfois l'être humain doit pouvoir agir, en fait. Et bon, si on revient même au début, l'IA a été conçue par un être humain. Un être humain, et tout ce que l'être humain fait, un autre humain peut le défaire. Donc ça veut dire quoi? Qu'aucune IA n'est parfaite. Du moment où il n'y a pas la perfection, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un d'autre qui est derrière, peut-être qui n'est pas parfait aussi, mais qui pourra seconder le jour où le premier qui n'est pas parfait échoue, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, j'ai pas de crainte, j'ai pas de doute du tout sur par rapport à notre domaine, en fait. Ouais. Donc il peut y avoir une cohabitation. Là pour et je pense que la cohabitation actuellement est très bien gérée par les développeurs. Donc ça les arrange beaucoup mieux. Même ils gagnent énormément de temps à concevoir des produits, à réaliser des projets. Ok. Coach, quels sont aujourd'hui les défis auxquels votre équipe ou des équipes d'ingénierie, de manière globale, font face déjà? Les défis que vous faites face souvent? Les défis. Bon, dans toute équipe, je pense que le premier défi, c'est d'avoir de bons collaborateurs. Des collaborateurs engagés. Et parce que nous, je pense que le ciment, en tout cas de notre équipe, c'est l'engagement. C'est l'engagement qui implique que quand vous donnez votre parole, que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, rien ne peut vous dévier de cela, en fait. Au risque d'y avoir des séquelles, d'avoir des séquelles. En fait, quand on s'engage, je pense qu'il faut y aller à fond. Donc, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir une équipe des collaborateurs engagés, de pouvoir aussi avoir des projets sur lesquels on challenge les collaborateurs. Parce que vous savez, les gens qu'on appelle des hackers là, c'est des développeurs, mais c'est des développeurs qui s'ennuient. Un développeur qui s'ennuie, c'est pas bon, c'est mauvais. je vous jure. Donc, c'est quelque chose de très important. Il ne faut surtout pas que les développeurs s'ennuient. C'est quand ils s'ennuient qu'ils vont aller avoir des idées noires là, qui vont aller essayer d'apprendre comment hacker et tout ça là. Et le jour où ils vont y arriver, ils vont faire un massacre. Donc c'est ça. Mais aussi d'avoir les outils qu'il faut. Vraiment, parce que pour pouvoir travailler, surtout nous, notre façon de travailler, souvent on est en télétravail. Et en télétravail, si vous n'avez pas les outils, ben voilà, ça comment on appelle ça encore? Si vous n'avez pas les outils, ça marche pas. Mais aussi autre chose aussi, c'est les challenges. C'est ça qui nous fait vivre, en fait. Moi, quand tu me donnes un projet
similaire à quelque chose que j'ai déjà fait, ben, j'ai juste envie de le prendre vite fait, de le terminer et de me débarrasser de ça, en fait. Ça, en fait. Alors que si c'est quelque chose qui est compliqué, qui est complexe, et ce qui est paradoxal, hein, c'est frustrant. Et quand vous voyez les développeurs crier ou quelque chose comme ça, c'est que c'est très compliqué, c'est très complexe, mais c'est ça le kiff, en fait. C'est ça. S'il n'y a pas ça, c'est pour ça que j'ai quitté la comptabilité. C'est pour ça que j'ai arrêté. Ouais. Parce que là, tu calcules, tu fais des trucs, il n'y a rien de nouveau, en fait. Ouais. Peut-être il y a l'analyse que tu fais et tout ça, les rapports que tu fais. Mais là, en fait, l'objectif vraiment, c'est que chaque jour, un développeur professionnel, même pas professionnel, là, moi je dirais globalement un développeur qui n'apprend rien un jour, pour moi, ce n'est pas un bon développeur. Ouais. Pour moi, un bon développeur, que ça soit samedi, dimanche, lundi, mardi, qu'importe le jour, un bon développeur doit au minimum apprendre quelque chose de nouveau chaque jour que je fais. Ouais. Pourquoi? Déjà parce que c'est un milieu, c'est un domaine où les changements vont très vite, à une vitesse exponentielle. Donc, si vous n'êtes pas à jour, eh ben, vous serez vraiment à l'ouest, en fait. Et on va vous laisser derrière. Et un développeur frustré, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va aller faire des bêtises, quoi. Donc, ouais, le développeur ne doit pas s'ennuyer. Non. Je vais revenir sur quelque chose. Vu qu'on parle de dev coach, je l'avais même mis dans ma liste des questions pour que je puisse répondre dessus. Vous êtes quelqu'un qui prend souvent la parole sur des plateformes comme LinkedIn et tout. Et dans cette même occasion-là, je pense qu'il y a une semaine, vous avez écrit quelque chose, je vais le lire. C'est qu'un bon développeur n'est pas juste un codeur. C'est quelqu'un qui doit être curieux, prêt à quitter sa zone de confort pour découvrir d'autres domaines, résoudre des problématiques et relever des défis, mais surtout s'approprier, vous avez martelé sur ça, s'approprier le projet sur lequel il travaille. Qu'est-ce qui vous inspire cette pensée-là, au fait? Ce sont des choses que je vis, en fait. Ouais. Ce sont des choses que je vis chaque jour. Juste un exemple. Actuellement, bon, c'est bizarre, hein, je suis lead dev, ils vont entendre le lead dev dire que il développe. Mais je vous rassure, je développe toujours, en fait. Je peux pas m'empêcher de développer. Ah. Je pense que même quand je serai directeur général, je vais continuer à développer parce que je peux pas m'arrêter, en fait. Donc, je disais tantôt, en fait, que actuellement, je travaille sur un projet et c'est parce que je me suis approprié le projet, en fait, que je m'en sors pas mal, en fait. Par exemple, je donne juste un exemple, hein. C'est un projet de e-santé ou de crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, par exemple, ça ne m'intéressait pas jusqu'en 2018. En 2018, bon, j'étais pas encore rentré, j'étais encore en France en tant que freelance. J'ai eu un client qui voulait développer une plateforme d'échange de crypto-monnaies et tout ça là. C'est là où j'ai connu Ethereum. En fait, j'ai passé 2 ou 3 mois sur le projet. Et j'étais obligé, en fait, c'est tout le sens de la publication de LinkedIn là, en fait. C'est pour ça que j'ai dit que la programmation, c'est une science carrefour. Vous verrez les intelligences artificielles dans le milieu de l'agriculture, dans la santé, dans tous les domaines, on peut pratiquer l'informatique. Dans tous les domaines qui existent dans le monde, on peut utiliser l'informatique, la programmation pour automatiser, voilà, pour faciliter la vie aux gens, en fait. Donc, c'est ce qui me fait dire que la programmation est une science carrefour. Une science carrefour, c'est quoi? C'est une science qui implique beaucoup d'autres sciences, en fait. Donc, ça veut dire que si tu veux être en autarcie uniquement dans ton domaine, moi, je suis un développeur, je ne veux pas apprendre comment parler en public, je ne veux pas apprendre comment parler aux clients, je ne veux pas apprendre ça, je ne veux pas apprendre ça. Moi, je veux juste coder, on m'a demandé, comment on appelle ça encore, de permettre à l'utilisateur de se connecter. Donc, moi, je veux juste faire la fonctionnalité et m'en aller. Pour moi, vous n'êtes pas un bon développeur et que vous devez même quitter le milieu, en fait. Un bon développeur, c'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, en fait, et qui est prêt à tout, à se donner tous les efforts, toutes les compétences qu'il faut pour satisfaire le client ou pour satisfaire, en tout cas, parfois c'est une autosatisfaction, en fait, pour se satisfaire à soi-même, en fait. Donc, comment on appelle ça encore? C'est vraiment ça, en fait. Donc, on ne peut pas dire qu'on est uniquement
on est uniquement développeur, ben, pour moi, voilà, vous n'êtes que ça en fait. Alors qu'un bon développeur, c'est quelqu'un qui règle des problèmes. Ouais. Quand il y a des problèmes, on l'appelle, il l'automatise, il règle, il facilite la vie aux gens. Maintenant, si tu arrives à un niveau où tout ça là, tu n'as plus ces capacités, mais vaut mieux aller faire un autre métier, quoi, mais pas la programmation. Ouais, c'est vraiment inspirant et intéressant, c'est que vous dites, c'est vraiment l'aspect que le développeur doit vraiment s'approprier les choses sur lesquelles il travaille. Et surtout même, quand on travaille avec des... Surtout quand on travaille avec des clients même. Parce que quand vous discutez avec les clients, la dernière fois, ça nous est arrivé, je pense que c'était il y a un mois, il y a un projet qui est arrivé, il y a l'équipe design qui a fait le Figma et tout ça là. Le projet était terminé, en tout cas c'était terminé côté Figma et tout ça là. Quand on devait faire le point de restitution, que j'ai écouté les clientes, j'ai vu en fait que ce qu'elles voulaient n'était pas en réalité adapté. Ouais. En tout cas, ça ne reflétait le Figma, le design qui a été fait ne reflétait pas leurs besoins en fait. Et on a eu une très longue discussion. Au début, la réunion, le point devait durer 30 minutes. Finalement, ça a duré 1h30. On a eu une très longue discussion. Et je crains même que certains qui étaient là-bas étaient pressés qu'on en termine. Et moi, chaque fois qu'on me demandait, je disais non. Je n'étais pas convaincu parce que je voulais être sûr. Je voulais vraiment être sûr que c'est vraiment, on se comprend en fait. Ce que le client veut et nous, ce qu'on veut lui offrir, match. Ouais. D'accord? Et finalement, on a dit, je pense que les clientes même étaient très satisfaites après cette réunion-là, parce que ça leur a permis de se remettre en cause en fait. Ouais. Donc après, elles se sont remises en cause et depuis lors, le projet, on l'a mis en pause parce qu'elles se sont rendues compte que elles n'ont pas pris en compte vraiment les réalités les besoins de leur cible, en fait, de leur marché. Ouais. Est-ce que tu comprends? Donc là, actuellement, on a mis ce projet en pause pour leur laisser le temps de retravailler leur business model, en fait. Donc, vous voyez un peu, en fait, l'importance de s'approprier les choses. Et dès le début, si vous ne vous l'appropriez pas, tout est raté, en fait. Tout est vraiment raté. Vous devenez une machine à calculer voilà, qui fait des graphes. Tu vois, quand on était au lycée, là, les machines là, qui faisaient les graphes là, que les professeurs nous interdisaient. Vous allez être un truc comme ça. Nous sommes en train de chuter tout petit peu, coach, vers la fin. Quel conseil aujourd'hui vous donnerez aux jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine aussi vaste qu'est la programmation? Quel conseil vraiment vous leur donneriez au fait? Parce qu'il y a vraiment une vague de jeunes là, dans 3-4 ans qui vont rentrer dans ces domaines-là, qui sont en train d'apprendre. Quel conseil vous aimeriez leur passer? En tout cas, la première chose, quand vous décidez, quand en fait, ils veulent se décider à faire de la programmation, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui les passionne. Parce que il y a beaucoup de choses frustrantes qui font que si vous n'êtes pas passionné, mais très tôt, vous allez quitter en fait. Je donne un exemple. Quand je faisais ma reconversion, je vous ai dit tout à l'heure en fait qu'on avait des profils d'horizons différents en fait. Il y avait particulièrement un, il était militaire. Donc il est arrivé la première semaine, on a commencé les cours le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le lundi, on ne le voit plus. Et on faisait que du HTML, CSS. La première semaine, on a fait que du HTML, CSS. La semaine d'après, on ne l'a pas vu. 2 semaines, on ne l'a pas vu. Finalement, on nous a remonté que non, il a arrêté et tout ça parce qu'il estimait que c'était ça, c'est pas un domaine fait pour lui en fait. Bon, certains ont dit non, mais nous aussi c'est la même chose, mais non, je l'ai compris en fait. Je l'ai compris parce que ça ne le passionne pas. Moi, j'y suis resté parce que ça me passionnait. Si, c'est ça. Donc, ça ne le passionne pas, mais si ça ne vous passionne pas, vaut mieux aller faire autre chose. Il faut, parce que pour moi, vous voyez, vous rentrez ici dans ce pays, dans les administrations, parfois même les entreprises, les boutiques et tout ça là, vous voyez les gens frustrés, vous leur parlez, ils ne vous répondent pas ou bien ils vous répondent mal. Pour moi, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur travail. Ils n'aiment pas leur métier. Et moi, j'estime que si tu n'aimes pas ce que tu fais, même si c'est quelque chose, ou soit tu te forces à respecter les gens, ou bien à faire ton travail correctement en fait. Parce que je me dis, même si tu n'aimes pas,
Tu as signé un contrat, donc fais ton travail bien et respecte les gens avec qui tu communiques en fait. Donc, pour moi, le premier conseil que je vais donner, c'est ça en fait, c'est être passionné de la chose, mais surtout lui donner énormément de temps. Je vous ai dit tout à l'heure, ma reconversion, je l'ai commencé en fin 2014. Aujourd'hui, on est en 2023, bientôt 10 ans. Et déjà en 5 ans, je ne vais même pas dire 5 ans, la première, deuxième année, j'avais du mal à trouver, en tout cas en France, une entreprise pour me recruter, parce que comme j'ai fait une reconversion, si j'étais nouveau dans le domaine, je n'avais pas d'expérience et tout ça là. Mais vous savez comment j'ai pallié à ça? J'ai créé mes projets. J'ai créé mes propres projets. J'ai pensé à mes propres projets. Parfois, c'est des tutos que je vais aller regarder. Mais je mettais tout ça sur mon CV. Il y a un jour, une dame a vu mon CV, m'a fait confiance. Et c'est là où vraiment que j'ai embrassé le milieu professionnel dans le milieu de la programmation et que je suis arrivé jusque-là en fait. Parce que, pourquoi? Je passe énormément de temps dessus. Lors de ma reconversion, quand je devais présenter mon projet professionnel, je suis resté 72 heures sans dormir. Waouh! 72 heures sans dormir. Et la vérité, quand je suis arrivé, je voulais leur montrer, ils m'ont dit, ça ne nous intéresse pas. C'était mes soft skills qui les intéressaient en réalité. Tu vois? J'ai commencé parce que d'abord, c'était pas des professeurs de programmation, c'était un professeur d'anglais, un professeur de français, et je sais plus. L'autre c'était un professeur de programmation. Le troisième c'était un professeur de programmation. Donc quand je suis arrivé, j'ai commencé à leur expliquer le site, comment ça connectait. Ils m'ont dit nous tout ça là c'est trop technique pour nous, ça nous intéresse pas. En fait, ce qui nous intéresse, c'est ton parcours en fait. Dis-nous comment tu as fait pour faire ça en fait. Comment tu as fait pour imaginer ça, comment tu es venu l'idée de créer ce projet et tout ça. C'est ça qui nous intéresse, mais pas les détails là, voilà comment se connecter. Ton projet, ton site, on ne va jamais l'utiliser. Nous, c'est juste ton intérêt, en fait, au domaine qui nous intéresse. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, j'avais des aquariums, j'ai offert tout ça pour me libérer du temps, pour me consacrer à ce que je faisais, en fait. Parce que je savais que j'étais nouveau dans le domaine, que je devais donner beaucoup plus que les autres pour pouvoir être au même niveau que les autres, en fait. Donc, donner beaucoup de temps, mais aussi être très patient et être très curieux. Être très patient, être curieux et ne pas se suffire à soi-même. Je suis lead dev, je suis directeur technique. Il n'y a même pas 1 heure de temps. J'avais un souci, j'ai demandé à un collaborateur. Donc, je n'ai pas ce problème du tout parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est des êtres humains, on n'est pas parfait, on ne peut pas tout savoir. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on est en train de manager qui le sait mieux que nous parce qu'en réalité, c'est eux qui passent 100% de leur temps sur les projets. Moi, c'est de temps en temps, en fait. Quand je vois qu'il y a du rush, il y a beaucoup de projets en cours et qu'on a des urgences et tout ça là, c'est en ce moment-là que j'interviens, en fait. Et voilà, donc actuellement même, je peux dire que sur les projets, côté fonctionnalité, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi. Parce que quand même, ils ont réalisé des choses extraordinaires où moi-même, dès le début, j'avais des doutes. Mais quand j'arrive à ce stade-là, en fait, je leur donne le travail, je leur donne des consignes et je les laisse bosser, en fait. En prenant des nouvelles tous les jours pour voir si ça avance. Maintenant, si je vois qu'il y a des blocages, vraiment que ça n'avance pas, là, je vais rentrer dans le truc et m'impliquer à 100%. Mais déjà, c'est rare, je pense que ça m'arrive jusqu'à ce que je fasse ça, en fait. Je leur fais assez confiance. Il y en a même à qui je laisse parfois même faire mon travail parce que, comme je l'ai dit tantôt, en fait, je ne veux pas cristalliser la chose. Je veux que d'ici 1 an, 2 ans, que quelqu'un d'autre puisse me remplacer, en fait. Que voilà, parce que
j'ai pas encore fini mes reconversions. si, comme vous l'avez toujours dit. Ouais. Pas de film en reconversion, ouais. Donc vraiment, ouais, c'est vraiment intéressant. Donc on va retenir pour le futur dev, en tout cas, c'est la passion, la patience et la curiosité. Ouais. Donc c'est un ingrédient là qui vont vraiment permettre d'avoir une carrière assez aboutie. Comme je disais, nous sommes en train de glisser vers la fin. Je veux que nous puissions rentrer dans les perspectives. Je vais vous poser des questions, coach. C'est que selon vous déjà la première question, comment voyez-vous l'avenir dans le domaine du développement en ingénierie logicielle? Selon vous, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Quelles sont ces tendances-là qui vont immerger au fait, que vous puissiez prédire? Bon, ça peut être faux, ça peut être vrai, mais peut-être dans 5 ans, une personne qui va écouter cet épisode-là, on va dire que oui, coach Sadio, il avait déjà dit que dans 5 ans, il y a cette move-là qui va prendre le dessus, quoi. Je pense qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Ouais. C'est la relation entre l'IA et le développeur. Ouais. Je pense que ça va s'évoluer d'ici quelques années. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas que les IA vont un jour... Bon, c'est possible, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, dans un futur proche, je ne pense pas que les IA vont remplacer les êtres humains. Sinon, si c'est les défis, ben, ils sont toujours là. C'est d'être à jour, en tout cas de tout ce qui est nouveau. Mais moi, je vais, en tout cas pour répondre à ta question, je vais plutôt m'orienter vers une technologie que je connais, que je maîtrise beaucoup en fait, c'est Laravel. Bon, j'ai l'habitude de dire que si le PHP existe encore en 2023, bon, peut-être c'est pas, en tout cas c'est mon avis à moi, c'est parce que Laravel est là en fait. J'estime très sincèrement que si Laravel n'existait pas, PHP n'aurait pas eu l'aura que le langage a aujourd'hui. Et chaque version que Laravel sort, en fait, tu dis juste waouh. En fait, tu te demandes même parfois si ça c'est fait avec du PHP. Donc, et en connaissant la communauté, en connaissant, comment dire, le fondateur, celui qui a créé Laravel même, je sais qu'il nous réserve des choses extraordinaires. Mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, la relation entre l'IA et les développeurs va être beaucoup plus agréable et je pense qu'on va intégrer les IA dans pas mal en tout cas dans presque beaucoup de process pour réaliser les produits et tout ça. Déjà, ça on peut commencer. Bon, on peut l'appeler IA, les low-code, no-code. C'est du IA un peu hybride, mais c'est de l'IA quand même parce que ça permet quand même d'avoir un produit, un site web ou quelque chose comme ça sans faire de la programmation. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les... comment on appelle ça encore? Global Apps. J'ai oublié en fait le nom. Mais je pense que c'est Global Apps. En fait, c'est des applications qui demandent à utiliser beaucoup d'autres ressources externes. Par exemple, ça va être une application qui va regrouper, comment dire, le cloud de Google, non pas le cloud de Google, mais Elasticsearch. Par exemple, beaucoup de services, comme souvent, comme fonctionnent les CRM. Par exemple, si vous prenez Odoo, ben, il y a des composants, il y a des modules que vous pouvez intégrer en fait. Donc, je pense qu'on tend beaucoup vers ça, parce que surtout dans le milieu de l'entreprise actuellement, on veut tout, en fait, les entreprises veulent tout, avoir une maîtrise de leurs données et centraliser tout en fait. Et ce besoin de centralisation a créé ce sentiment en fait d'avoir un produit dans lequel on a tous ces éléments là en fait. Donc je pense que l'IA aussi va avoir un développement fulgurant d'ici quelques années et on va devoir s'y adapter en fait. Donc, on va devoir se mettre à jour pour pouvoir s'adapter à tous ces changements-là, en fait. Mais aussi, je pense à des nouveaux langages qui vont apparaître parce que à chaque fois, en fait, c'est plus pour faciliter la vie aux développeurs. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens
la venue d'un langage de programmation qui sera lié à l'intelligence artificielle ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose à laquelle je sais pas, j'ai un pressentiment à voir en fait comment les choses avancent et tout ça là. Mais aussi, surtout, il faut savoir que bon, ça a déjà commencé, hein. Il faut que les entreprises se préparent à ça. Maintenant, comment on appelle ça encore? Le rapport de force a changé, surtout quand il s'agit du domaine du développement entre les développeurs et les recruteurs et les entreprises et tout ça. Maintenant, ce sont les développeurs qui fixent leurs règles, en fait, qui fixent leurs conditions et que vous êtes obligés. Bon, je ne veux pas dire dans l'avenir, ça a déjà commencé, peut-être pas au Sénégal, mais si vous allez un peu en Europe, aux États-Unis, je me rappelle la dernière fois, je discutais avec un client qui est resté longtemps aux États-Unis et tout ça, qui nous dit, mais moi, ton équipe, ces boys-là, s'ils étaient aux États-Unis, je pense qu'ils ne vont jamais faire plus d'une semaine ou un mois dans une boîte. Parce que moi, je les vois comme des super développeurs et qui vont s'ennuyer dans toutes les entreprises qui vont aller, en fait. Genre, ils peuvent changer d'entreprise quand ils veulent. Okay? Donc, c'est quelque chose pour moi. Moi, en tant que lead, parce que aussi je m'implique dans le recrutement et tout ça. Donc en tant que tech lead, en tant que directeur technique surtout, je pense qu'on doit se préparer, pas se préparer, mais on doit voir comment gérer cela en fait. Parce que en réalité, les développeurs qui restent chez toi, il y a de bonnes raisons pour lesquelles il reste en fait. C'est que peut-être il est dans un bon environnement, il est bien payé, il est valorisé, il est mis en avant, il y a tout ça qui joue. Donc voilà quoi. Donc je pense que ça c'est des domaines à surveiller de très près. En espérant que dans 5 ans, ces vérités-là puissent prendre le jour. Je ne pouvais pas garder cette question-là, coach, avant que nous puissions clôturer. C'est que vous avez parlé, vous n'avez pas terminé votre reconversion, c'est ça que vous l'avez dit, vous allez encore vous reconvertir encore. C'est quoi le next goal? C'est quoi la prochaine étape pour vous d'un plan de vie professionnel? Vous allez aller dans les champs, vous allez laisser vos machines, je ne sais pas en fait, c'est quoi le next step? Il y a une chose, c'est que les machines là, je pense que je vais mourir avec ça moi, parce que il y a l'âme de développeur qui s'est déjà incrustée en moi. Donc, même si ça arrive un jour que je quitte le domaine, je pense que c'est un domaine qui va toujours me passionner et sur lequel je vais toujours travailler en fait. Je suis un éternel développeur et je pense que je le resterai toujours. Donc, après, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure en taquinant, mais c'est vraiment ce à quoi je pense, c'est que il me reste une dernière reconversion. Voilà. C'est d'aller regarder qu'est-ce que la terre ou qu'est-ce que les bétails peuvent me donner. Parce que ça aussi, c'est un domaine qui me passionne énormément depuis que je suis tout petit parce que j'ai grandi dans cette ambiance-là en fait. Chez mes parents, on avait beaucoup de bétail, on avait des vaches, des moutons, comment on appelle ça encore? Comment on l'appelle l'autre là? Des chèvres et tout ça. Si. Donc, bon, mes grands-parents aussi avaient des champs et tout ça. Et j'ai beaucoup d'amis parce que j'habite en Baké. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui ont l'habitude de travailler dans les champs. Des amis même qui ont des champs. Par exemple, l'année dernière, quand j'étais en congé, j'ai passé presque tout le temps de mes congés avec un ami en fait. J'ai passé tout le temps de mes congés dans le champ de mon ami là. Et rien que ça, en fait, ça m'avait donné déjà un peu de ça m'a rapproché du domaine en fait. De ce domaine. Ça m'a rapproché du domaine. Et pour moi, c'est un domaine qui ne trahit pas en fait. C'est que la terre, si tu le respectes et que tu le traites comme il le faut, il te donnera toujours des fruits. Donc, en tout cas, peut-être pas maintenant, mais je commence à y penser vraiment. Toutes les conditions ne sont pas encore réunies. C'est vrai que j'aime bien prendre des risques, mais quand même, je ne suis pas un suicidaire.
avant de prendre ce risque-là, avant de faire ce saut-là, avant de faire ce pas-là, il faut déjà que toutes les conditions soient réunies. En fait. En tout cas, ça a commencé, mais c'est pas encore terminé. En tout cas, on vous le souhaite et on espère que vous n'allez pas nous lâcher assez vite. Non, donc les prochains pas encore les rallonger. J'ai dit, même si je pars, je serai... je peux pas... Je peux pas m'éloigner de la programmation. Comme vous l'avez dit, je pense qu'on va s'arrêter là avec cette phrase-là, que vous êtes un éternel développeur. C'est ça. Je suis un éternel développeur. En tout cas, coach Sadio, merci beaucoup parce que merci Isaac. Je tiens à rappeler, on a fait l'épisode le plus long depuis qu'on a commencé le podcast. Mais on n'a pas vu le temps passer. Sérieusement, même moi, je pense que là, c'est comme si on veut commencer. Vous êtes une personne vraiment assez inspirante parce que vous avez tellement d'anecdotes de par votre parcours qui est assez atypique. Je tiens à le rappeler, il y a un épisode de podcast, il y a un épisode de workshop que vous avez vraiment parlé de ça, de comment vous vous êtes baigné dans ce domaine. Je pense qu'on peut même faire 2 heures en parlant de ça, mais il y a des contraintes aussi qu'on doit respecter. Coach, encore une fois, merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci d'avoir dégagé du temps pour nous. C'était un super épisode. Moi, j'ai beaucoup appris. Vraiment, merci beaucoup, coach. Merci à vous aussi. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous pour de prochains épisodes.